Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Comment retrouver son poids de forme en postpartum? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. La période après l'accouchement est à la fois magnifique et exigeante, mais il est tout à fait naturel de vouloir retrouver sa silhouette et son bien-être d'avant la grossesse. Cette étape nécessite une approche bien équilibrée, alliant soins corporels, alimentation saine, exercice adapté et compréhension de votre corps. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec Giulia Valenza, diététicienne et nutritionniste à Marseille. Bonjour Giulia. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est la première, puisqu'on va en faire d'autres. On va aborder beaucoup de sujets oui, j'espère. Ensemble. Donc, je vais te laisser te présenter et ensuite, on pourra commencer cette interview. Bonjour à tous, je suis Giulia Valenza, diététicienne nutritionniste depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai été diplômée en 2011 et j'ai bossé à l'hôpital, Clerval notamment. J'ai fait des remplacements, j'ai bossé dans des centres d'amincissement. Et maintenant, je suis installée dans le 7e en cabinet libéral avec des médecins notamment sur le boulevard de la Corderie, à l'espace médical Corderie, 67 boulevard de la Corderie, et au 54 rue Paul Codacioni, toujours dans le 7e, au centre médical Codacioni. Et donc, du coup, pour prendre rendez-vous, c'est par téléphone que ça se passe, sur Doctolib? On peut me contacter directement par téléphone. En règle générale, c'est ce qui se passe lorsque je suis adressée par les médecins. Sinon, souvent, ça passe par Doctolib le plus clair du temps. Vous pouvez me trouver sur Instagram également. Mon Insta, c'est juliavza.diététicienne, mais je pense qu'on va partager. Oui, on va partager. On va partager parce que mon prénom est assez compliqué à écrire. Et directement sur Instagram, vous avez le lien Doctolib pour prendre rendez-vous. Merci beaucoup. Alors, quelle est la prise de poids moyenne pendant la grossesse, s'il te plaît, Giulia? Alors, je ne veux pas forcément parler de prise de poids moyenne, mais plutôt de prise de poids recommandée. Ce que le ministère de la Santé va recommander, c'est entre 9 et 12 kilos de poids pris du 1er au 9e mois de grossesse. Après, ça dépend tellement des femmes, ça dépend tellement de leur morphologie avant grossesse. Si jamais une femme a une toute petite morphologie, elle va avoir tendance à prendre un peu plus de poids. Si une femme est bien portante, elle va en prendre normalement un petit peu moins, parce que c'est toujours mieux de ne pas trop en prendre pendant la grossesse, parce que ça sera ça de plus facile à perdre après. On peut très bien perdre du poids pendant une grossesse, quand c'est encadré, attention, encadré avec des professionnels, suivi, que le gynéco soit d'accord avec la diététicienne. Ça, c'est en cas d'obésité. En cas d'obésité, absolument, oui, tout à fait. En cas d'obésité, gros surpoids ou obésité. Et il faut vraiment faire attention à la perte de poids pendant la grossesse, mais ça peut se faire. Ok. Donc, c'est vrai, ça dépend vraiment de la morphologie de base. Ça dépend absolument de la morphologie de base. Alors, qu'est-ce que l'IMC, indice de masse corporelle, et est-ce que tu l'utilises en pratique? L'IMC, c'est un rapport entre le poids et la taille. Donc, le poids et la taille au carré, exactement, si on veut calculer. Poids sur taille au carré. Absolument. D'accord. Poids sur taille au carré, c'est une unité de mesure que je n'utilise pas vraiment. Pour moi, c'est un petit peu obsolète parce que ça va pas prendre en compte le sexe, l'âge, le niveau d'activité physique. Par exemple, un culturiste va pouvoir avoir un IMC qui va être en état d'obésité, alors que clairement, il y aura beaucoup de muscles sur lui. Donc, c'est bien pour un petit peu une sonnette d'alarme, à la limite, quand on est en gros surpoids, voire obésité, parce que ça peut cacher des problèmes médicaux par la suite. Après, s'il n'y a aucun problème médical, c'est pas quelque chose que j'utilise. Alors, en combien de temps notre corps se remet de l'accouchement, de la grossesse plutôt, se remet de la grossesse? En combien de temps? On dit, c'est peut-être les astuces de grand-mère, je ne sais pas, qu'il faut 9 mois pour faire et 9 mois pour défaire. Donc, dans tous les cas, ce que je conseille aux jeunes mamans, c'est de prendre le temps.
Voilà, clairement, il ne faut pas aller plus vite que la musique. La première étape se fait 3 semaines après l'accouchement parce qu'il y a un renouvellement cellulaire qui se fait tous les 3 semaines. Hein, ça, c'est tout le monde, donc d'autant plus en postpartum. 3 semaines pendant lesquelles il faut vraiment se chouchouter. Mais ça, on va en parler plus en détail. Il faut vraiment se chouchouter parce que l'accouchement, c'est quelque chose qui est très physique. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Alors maintenant, on va aborder la base de la diététique. D'accord ? Donc, tu vas bien nous expliquer qu'est-ce qu'un aliment, puisqu'un aliment et les aliments sont dégradés en nutriments. Nous avons des macronutriments et nous avons des micronutriments. Absolument, et ça, Rebecca. c'est un peu compliqué quand on n'est pas du milieu, on ne comprend pas très bien, on ne fait pas trop la différence entre tout ça. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un aliment ? Définition. La définition d'un aliment, c'est un produit qui va avoir pour effet d'être mangé. Voilà, non mais ça c'est la base, on parle de la base. Et ensuite, cet aliment-là est dégradé en nutriments. Oui. Dans ces nutriments, donc, nous avons les macros et les micros. Quels sont les macronutriments et quels sont les micronutriments ? Clairement, c'est très poussé. Je sais. Les macronutriments... Nous ne rigolons pas du tout dans cette émission, Julia. Je vois ça. Alors déjà, il y a les protéines, les lipides, les glucides, ou les protides, lipides, glucides. Sauf qu'un aliment peut contenir les 3, ne peut contenir qu'un seul. Voilà, c'est pour ça que je partais de l'aliment aux nutriments. Par exemple, le beurre ne va contenir que des lipides. Donc, il va contenir qu'un seul macronutriment. Parce que macronutriments, c'est protéines, glucides, lipides. Absolument. Donc, glucides, c'est tout ce qui est sucre, en gros, ou sucre lent, sucre rapide. Et lipides, c'est tout ce qui est graisse. Donc, pour expliquer... Oui, absolument. Et les protéines, ça va être la viande, le poisson, les œufs. On retrouve également les protéines végétales dans les légumineuses, notamment les lentilles, les pois chiches, le riz complet, les pâtes complètes. Les glucides, oui, on les retrouve, ce sont les sucres, mais on retrouve autant de glucides, par exemple, dans des féculents, dans des pâtes, du riz, des lentilles, que dans des fruits et des légumes. Donc c'est pour ça qu'un macronutriment peut être... plusieurs macronutriments peuvent être retrouvés dans un seul aliment. Voilà. Ok, donc ça, c'était les macros, donc protéines, glucides, lipides. Et maintenant, les micronutriments. C'est tout ce qui est vitamines et minéraux. Vitamines et minéraux. C'est ce que vous retrouvez, par exemple, à l'arrière des compléments alimentaires sur les boîtes quand il y a les vitamines et minéraux. Voilà, ça, c'est des micronutriments. Merci beaucoup. Je voulais vraiment qu'on en parle parce que c'est un peu flou en général. Enfin, quand on... c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et du coup, moi, je me rappelle au comptoir, j'avais des questions... Enfin, c'était pas clair pour la majorité des gens. Ça n'était pas forcément clair. Voilà. Donc, vous avez les aliments, c'est ce qu'on mange. C'est dégradé en nutriments. Et dans ces nutriments, nous avons donc macronutriments, protéines, glucides, lipides et micronutriments avec les vitamines et minéraux. Donc maintenant, quels sont les micronutriments essentiels en postpartum ? Puisque la grossesse peut entraîner des carences, notamment en fer, en magnésium. Donc tout ça, fer, magnésium, je répète, c'est dans les micronutriments. Absolument. C'est important. C'est pour... Le calcium aussi, le zinc. Nos auditrices et nos auditeurs suivent bien ce qu'on raconte. Bien sûr. Je préfère même répéter plusieurs fois que ça soit bien compréhensible. Mais au moins, c'est... Et de toute façon, si vous avez des questions, vous pourrez toujours nous les poser en MP et on y répondra. Donc, quels sont les micronutriments essentiels ? Alors, on va prendre l'alphabet. Clairement. Oui, c'est parti. Donc, les vitamines du groupe, des groupes A, B, C, D, E. Basique, ça va être très simple. Le zinc pour faire remonter l'immunité notamment. Le fer, parce qu'on perd énormément de sang lors de l'accouchement. Moi, j'aime bien dire les oméga 3 parce que les oméga 3 vont avoir un rôle très important sur l'inflammation du corps. Plus nous consommerons d'oméga 3 dans la vie de tous les jours et d'autant plus en postpartum, moins notre corps sera en état d'inflammation. Donc, il marchera beaucoup mieux, sera beaucoup plus apte à brûler les calories, beaucoup plus apte à être moins malade, moins de douleurs articulaires. C'est important les oméga 3. Oui, et notamment lorsqu'on a ses règles et le syndrome prémenstruel, il faut consommer énormément d'oméga 3 parce que ça réduit les inflammations. Enfin, je le répète parce que c'est très important et on sous-estime le rôle des oméga 3 dans l'alimentation courante. Ok.
Donc, toi, les principaux micronutriments qui sont donc essentiels en postpartum, tu peux les redonner? Alors, donc effectivement, on va sur les micronutriments. Ce sont les vitamines des groupes A, B, C, D, E, le zinc, le fer, les oméga 3. Forcément, on reste avec les macros, les protéines, les lipides, les glucides. Il faut quand même avoir une alimentation équilibrée. Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut une alimentation variée. Donc, l'alimentation vous apportera normalement par elle-même tous les micronutriments nécessaires. Cependant, vous pouvez quand même accentuer cette prise de micronutriments en consommant des œufs, notamment des œufs avec le label bleu, blanc, cœur. D'accord. C'est très riche en oméga 3. Des noix, avocats, des épinards, des baies de goji, des myrtilles, des graines de lin, des graines de chia. Pensez tout le temps à varier vos huiles. Vous prenez de l'huile de colza, de l'huile de lin, de l'huile de noix, de l'huile d'olive. Variez tout le temps parce que chaque huile va vous apporter des bienfaits différents. Pensez aux sardines, au naturel, le maquereau naturel. Tout ce qui va être poisson vous apportera beaucoup d'oméga 3. Quoi. Donc, tous ces aliments combinés seront très bénéfiques à votre corps. Et donc, quels sont les apports journaliers recommandés, donc AJR, en fer, fibres, sel, oméga 3? Puisque déjà, pendant la grossesse, on a un risque plus important de constipation. Donc, il faut augmenter la prise de fibres. Oméga 3, bon, tu viens d'en parler, mais on va revenir dessus. Et de fer. Donc, quels sont les apports journaliers recommandés? Alors, déjà, les apports journaliers recommandés, c'est pas fait comme ça n'importe comment. Ce sont des chiffres qui sont calculés en fonction de l'âge, du sexe et qui correspondent à un nutriment en particulier. D'accord. C'est l'Agence française de sécurité sanitaire qui va régler tout ça, que ce soit sur les apports journaliers recommandés, donc les AJR, et sur les ANC, les apports nutritionnels conseillés. Donc, il faut vraiment la différence entre les deux. Parce que les AJR, donc les apports journaliers recommandés, correspondent à un nutriment en particulier. Un nutriment en particulier. Qui va être calculé en fonction de l'âge et du sexe. Ok, clair. Parce que les enfants n'ont pas besoin des mêmes choses que les femmes enceintes, que les hommes, etc. Et les ANC sont les apports nutritionnels conseillés qui sont... calculés, émis, écrits par l'AFSA, donc l'Agence française de sécurité sanitaire. Ok. Donc, tu m'as demandé sur les oméga 3 ou le fer? Sur fer, fibres, le sel, oméga 3. Ok. Commence par quoi? Bah tiens, le fer. Le fer, ok. J'ai noté ça en premier, on va faire le fer. Alors, les apports journaliers recommandés au niveau du fer sont exprimés en milligrammes pour 100 grammes d'aliments. D'accord. Donc, par exemple, sur du foie, c'est ce qui apporte le plus de fer à l'organisme, ça va être pour 100 grammes de foie, mais on ne mange pas systématiquement 100 grammes, on peut en manger plus ou moins. Donc, je veux vraiment poser le truc, c'est milligrammes pour 100 grammes. Il faut apporter à un homme 9 mg pour 100 grammes de fer par jour. Une femme réglée va avoir besoin, une femme en âge de procréer, c'est comme ça qu'on appelle ça, va avoir besoin de 16 mg de fer. Une femme enceinte entre 25 et 35 mg. Et les femmes allaitantes de 10 mg à peu près pour 100 grammes. Les enfants vont avoir besoin de 8 mg à peu près de fer. Et les ados entre 12 et 14. Ok, merci. Maintenant, on va parler des fibres. Les fibres. Alors, les fibres sont apportées en priorité par les légumes, les fruits et les féculents, entre parenthèses légumineuses, complètes. Plus un féculent va être complet, plus il apportera de fibres. Dans la consommation moderne, j'ai envie de dire, dans l'alimentation moderne, on ne consomme pas assez de fibres. Mais si on mange très équilibré, très varié, ça se fera tout seul. Une bonne hydratation. Je fais un parallèle sur la constipation. On doit augmenter la consommation de fibres, mais également avoir une bonne hydratation quotidienne. C'est quoi, 1,5 litre par jour minimum? Oui, ce sont les recommandations. Vont être 1,5 litre minimum à 2 litres. Ça dépend de la taille, du poids, de l'âge. L'été, c'est ce que je conseille à mes patients, du moins, c'est d'être plus aux alentours des 2 litres que d'1,5 litre. Si je vois une petite nana qui fait 1,50 m pour 45 kg, je vais plus lui dire 1,5 litre que 2 litres. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais
grosso modo, essayez de vous approcher des 2 litres par jour, ça sera tout aussi bien. Ok, bon, ça c'était la parenthèse hydratation. Ouais. Je rebascule sur les fibres. Du coup, ce qui est recommandé au niveau d'apport de fibres quotidiennement, c'est entre 30 et 40 grammes de fibres par jour. Par exemple, pour un apport de 30 grammes de fibres, ça fait dans les 150 grammes de légumes verts, de fruits dans la journée. C'est quelque chose de faisable, mais dans la consommation actuelle, dans l'alimentation actuelle, dans la consommation des gens, il n'y a pas forcément 2 fruits par jour, il n'y a pas forcément 2 portions de légumes de 150 grammes, par jour. Donc c'est pour ça que je dis que lorsqu'on a une alimentation équilibrée, variée, on a cet apport naturel de fibres. Ok, merci. Pour le sel, parce qu'il faut pas manger trop salé, pas assez. Qu'est-ce que tu penses du régime sans sel, enceinte? Ça dépend de si on fait de la rétention d'eau. Alors, un régime sans sel strict, clairement, c'est très, très, très compliqué à appliquer parce que on va consommer du pain, ne serait-ce que du pain, 50 grammes de pain, donc c'est à peu près la dose pour le matin. Ça apporte déjà 0,7 grammes de sel pour 50 grammes de pain. Ah oui, Et la recommandation, c'est pour un homme ou une femme, c'est 5 grammes de sel maximum par jour. D'accord. Okay. Donc déjà, on est quasiment à 1 gramme de sel sur 50 grammes de pain le matin. Donc un régime sans sel strict, c'est très très compliqué. Ça va être pour des patients vraiment particuliers qui ont des gros problèmes cardiaques, tout ça. Un enfant ne doit pas dépasser 2 grammes de sel par jour. Donc c'est un régime sans sel strict. On ne va pas forcément l'appliquer. On va essayer de ne pas, par exemple, rajouter de sel dans l'eau des pâtes. Peut-être saler pendant la cuisson, mais ne pas apporter de sel à table. C'est quelque chose dont il faut faire vraiment attention parce qu'on en trouve de partout, du sel dans le fromage, dans les plats cuisinés, dans les bouillons cubes, dans les sauces tomates toutes prêtes. Il y en a partout. C'est un exhausteur de goût, donc les industriels vont beaucoup en ajouter. Ok, merci. Mais maintenant, on va parler des oméga 3. Alors, les oméga 3, là... Parce que c'est important. Tu as bien insisté là-dessus. Ouais. Et tu as raison. Tu as raison pendant la grossesse et après la grossesse, puis même en général. Alors, en règle générale, il faut être entre 2 grammes et 2 grammes et demi d'oméga 3 par jour, que ce soit hommes et femmes confondus. Par exemple, 1,5 grammes d'oméga 3 est apporté par une petite cuillère à café d'huile de lin, une vingtaine de grammes de noix, une toute petite portion de saumon, 65 grammes, 2 œufs. 2 œufs bleu blanc cœur. Voilà, bleu blanc cœur, ça j'insiste parce que... Auditrice, auditeur, bleu blanc cœur. Ouais, parce que les œufs avec le label bleu blanc cœur sont des poules qui sont nourries avec des graines de lin. Et le lin est très très riche en oméga 3. Merci. Donc là, on a parlé des apports journaliers recommandés et des apports journaliers, apports nutritionnels conseillés. Oui, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que tu conseilles? Comment une femme peut retrouver son poids de forme en postpartum avec une bonne alimentation? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, aux femmes là qui souhaitent retrouver leur poids de forme après l'accouchement? Alors, avant de vouloir récupérer son poids de forme en postpartum, après avoir accouché, ce que je vais dire, c'est les 3 premières semaines, essayez de prendre soin de vous. C'est dur, hein? Non mais quand tu viens d'accoucher, c'est super dur. Ouais, mais donc c'est pour ça, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, ce que je conseille là tout de suite, c'est de suivre 4 grands principes. D'accord? Le premier, c'est l'hydratation. Clairement, l'hydratation, tu viens d'en parler, c'est ultra important. Ça favorise un bon transit, une bonne circulation du sang, ça évite la constipation. Donc déjà, ça, premier point, on le check. Et puis pour l'allaitement aussi, on est beaucoup plus déshydraté en allaitant. Oui, 2,5 litres facile d'eau. Le second point, c'est qu'il faut tout le temps penser à faciliter la digestion. Pourquoi ? Parce que vous allez laisser tout le soin à votre corps de réparer vos tissus, de remettre bien en place votre utérus, de faire attention à vos muscles, la reconstitution cellulaire, etc. Donc la digestion, c'est la dernière chose dont votre corps doit s'occuper. Pour faciliter la digestion, donc des plats qui vont être en soupe, en purée par exemple, pour éviter les crudités. Votre estomac va devoir dépenser énormément d'énergie à digérer ces crudités. Des soupes, des purées, c'est très bien. Le troisième point, le troisième grand principe, consommer des plats
j'aime bien dire réconfortant, comme si on s'entourait d'une couverture. Donc, pensez à la chaleur. Ça permet au corps de se détendre après l'accouchement. La chaleur active facilite la digestion, ça élimine les toxines, c'est reconstituant. La chaleur peut être apportée tant par la cuisson, la cuisson, ou par les épices aussi. Le curry, la cardamome, la muscade, le gingembre, curcuma. Et j'ai appris dernièrement que le safran était formidable en postpartum parce que c'est un antidépresseur naturel. Donc tu vas me dire si c'est vraiment super bien ou pas, parce que j'ai appris que c'était comparable à la fluoxétine. Voilà, bon, c'est un petit truc. Écoute, oui, c'est vrai qu'on le conseille à la pharmacie et qu'il y a des nouveaux compléments alimentaires qui sont sortis qui sont vraiment quand ça... Bon, j'ai pas le droit de faire de pub à la radio, mais effectivement, c'est conseillé. C'est bien de le rappeler, merci. Ouais, voilà, donc tout ce qui va être épices. Et petite parenthèse sur le safran, parce que j'ai des amis qui l'essayent et je le conseille à mes patientes. En syndrome prémenstruel, pendant ces règles, c'est vraiment un antidépresseur naturel, donc ça équilibre un petit peu toutes les émotions. Donc voilà, question safran merci. Fermée. Le dernier grand principe, après l'hydratation, faciliter la digestion et la chaleur, c'est de consommer des bonnes graisses. Pourquoi consommer de bonnes graisses ? Je ne vais pas vous dire de manger des fast-food parce que c'est très riche en graisse. Non, ce sont des très mauvaises graisses. Les bonnes graisses, vous les retrouvez dans les noix, les noisettes, les amandes, les avocats, etc. Parce que ça agit en lubrifiant du tube digestif. Le bon gras va stabiliser le corps et les hormones. Donc, une bonne hydratation, faciliter la digestion avec des aliments qui vont être broyés, mixés, soupe et purée, pardon. La chaleur avec les épices et les modes de cuisson et les très bonnes graisses. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup. C'était les 4 points importants. Sur les 3 premières semaines, pardon, excuse-moi. Sur les 3 premières semaines, vraiment pour une reconstitution du corps. Et ensuite, se laisser un petit peu de temps, je pense, pas avant 3 mois, aller consulter pour perdre du poids, parce qu'il faut se laisser un petit peu de temps. Ok, merci. Comment calmer les pulsions alimentaires ? Alors là, on va faire vraiment un point sur les pulsions alimentaires. Ça concerne le postpartum, puisque... ça concerne le postpartum et tout le monde en général. Comment on peut calmer une pulsion alimentaire ? Comment c'est déclenché une pulsion alimentaire finalement ? C'est clairement parce qu'il va y avoir une grosse frustration. C'est clairement, moi j'aime bien appeler ça la poche de frustration qui augmente. Et il faut se faire aider. Il ne faut pas penser qu'on va résoudre ça tout seul quand on a des pulsions alimentaires. Après... c'est vraiment différent de chaque personne. Une personne va me dire « Oh là là, j'ai une pulsion, j'ai mangé 3 chocolats, c'est horrible. » Non, c'est pas grave, on est des êtres humains. Parfois, ça arrive si c'est pas vraiment quelque chose de voulu absolument, en fait, parce qu'il faut bien rappeler quelque chose. Une pulsion alimentaire, c'est quelque chose qu'on a dans la tête, qui tourne, qui retourne, et qu'on n'arrive pas à se sortir de l'esprit. C'est qu'on peut faire l'inventaire mental de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a dans nos placards et dans notre frigo. Et il faut manger absolument. Il faut quelque chose qui puisse nous remplir. À côté de ça, on peut avoir des envies ponctuelles, mais c'est pas vraiment... C'est pas une pulsion. Les pulsions alimentaires, en fait, ça peut rassurer bon nombre de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'une vraie pulsion alimentaire, lorsqu'on a des troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se sortir de la tête. On peut, à tout moment du jour ou de la nuit, commander... des livraisons à distance, à distance, sortir de chez soi pour aller au supermarché du coin, même en pyjama, manger, s'il faut, manger des flocons d'avoine comme ça pour se remplir. Ça, ce sont des vraies pulsions alimentaires. Donc, il faut se faire suivre. Pensez à aller contacter des professionnels qui travaillent en transversalité. Moi, je travaille beaucoup avec une psychologue justement là-dessus. D'ailleurs, on va faire une émission sur ça. Ouais, ça va être super chouette de voir ça avec elle. Et la première des choses, quand c'est vraiment un trouble du comportement alimentaire, c'est que je ne travaille pas sans un autre professionnel à côté de moi. Et si jamais ce sont des pulsions qu'on arrive à gérer, je travaille vraiment sur pourquoi, quelle est l'émotion qui vous a déclenché cette pulsion alimentaire. Ça peut être la colère, la tristesse, l'énervement, être seul, s'ennuyer. Et j'ai vraiment tout un protocole là-dessus sur les pulsions.
Ok. Moi, à la pharmacie, donc la pulsion alimentaire peut être déclenchée également par une baisse de la glycémie. Absolument. Donc, moi, ce que je conseille, là, je vais faire une petite minute pharmacie. Non, du mais coup, en génial. complément de ce que tu dis, je conseille la prise de chrome. Alors, le chrome, c'est quoi? C'est un oligo-élément, donc ça veut dire qu'il appartient au tableau périodique des éléments, et il facilite l'action de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui régule la glycémie. Il est donc impliqué dans le métabolisme des glucides, donc des sucres, des lipides, des graisses et des protéines. Il va permettre de maintenir la glycémie normale. C'est-à-dire que si vous savez que vers 16 heures, vous avez plutôt des pulsions vers le goûter, moi, je conseille de prendre des comprimés ou des gélules de chrome. On voit ensemble à la pharmacie qu'est-ce qui vous convient le mieux et d'associer ça à la prise de plantes, de compléments alimentaires, de tout ce qui est plantes qui vont apaiser le système nerveux central. Donc, il y a la passiflore, il y a la mélisse, il y en a d'autres. Juste, je mets un warning sur le millepertuis. Le millepertuis interagit avec la pilule contraceptive et donc peut inhiber l'effet de la pilule contraceptive. Et il y a des femmes qui, je vous le dis là, qui tombent enceintes alors qu'elles prennent très bien leur pilule, mais elles ont pris du millepertuis. Voilà, donc juste un danger avec ça. Vous pouvez également, il y a du rescue à la pharmacie et vous pouvez prendre des huiles essentielles. Alors il y a la marjolaine à coquille qui est appelée le Xanax naturel. Donc vous pouvez toujours en avoir dans votre sac et vous pouvez l'inhaler ou en mettre quelques gouttes au niveau des avant-bras ou vous massez le plexus solaire. Juste, je fais un petit rappel sur les contre-indications des huiles essentielles parce qu'il y a des contre-indications. C'est femmes enceintes, femmes allaitantes, les asthmatiques, les épileptiques et les enfants pas avant 12 ans, en règle générale. Et ce qui est important aussi, c'est pour avoir des bons résultats, il faut une bonne observance. C'est-à-dire, il faut bien prendre ce qu'on vous dit. Quand vous venez au comptoir et que vous nous expliquez des problèmes, dont là, notamment les pulsions alimentaires, on va vous faire un protocole, on va choisir ensemble ce qui vous va le mieux, mais c'est important de bien suivre ce qu'on dit, sinon les résultats ne seront pas à la hauteur de vos exigences. Voilà. Et si je peux juste ajouter un petit truc par rapport aux pulsions, et parce que j'ai pensé à ça lorsque tu as dit vers 4 heures si on a faim, on peut se prendre un goûter. Hein. C'est pas que pour les enfants. Clairement, les plantes et les compléments alimentaires et les oligo-éléments marchent du feu de Dieu. C'est un complément c'est super bien. Mais en revanche, prenez-vous un goûter équilibré si vous avez une pulsion ou si vous avez faim, parce que le simple fait de se dire « Ok, ça va, j'ai le droit », ça ne fait pas augmenter le sac de frustration. Donc, on reste sur quelque chose de très factuel, cerveau droit, cerveau gauche. Bon, ça, j'en parle beaucoup en consultation. Et lorsque c'est factuel, oui, j'ai faim, oui, mange, ok, il n'y a aucun problème là-dessus. Et les compléments aident à ne pas avoir de pulsion, mais si on a faim, il faut manger. Bien sûr. Donc toi, tu conseilles 4 repas par jour en général. Quelles astuces tu peux donner aux personnes en général pour éviter tout ce qui est pulsion alimentaire? Il faut manger équilibré, clairement. Manger assez de viande, poisson, œufs, de protéines même végétales, assez de légumes dans vos repas, assez de pâtes, de riz, de pommes de terre, lentilles, maïs, etc. On a normalement, les gens, enfin normalement, pas normalement, mais maintenant les gens disent bon ben je veux perdre du poids, j'arrête de manger des féculents. Non, grossière erreur. Si vous n'avez pas de féculents, on revient sur ce que tu disais au niveau de la glycémie, il va avoir des pics d'hyper et d'hypoglycémie dans votre journée et vous serez obligé d'avoir des pulsions parce que votre corps va vous le demander. Donc mangez assez de féculents, de légumes, de protéines pendant vos repas, assez de fruits, des produits laitiers. Accordez-vous un goûter s'il faut. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, c'est ce que je recommande en premier lieu à mes patients. Et après, j'adapte au fur et à mesure. Mais vraiment, mangez équilibré et à votre faim, quoi. Ok. Merci. Et pour finir, est-ce que tu peux donner des petites astuces aux mamans qui viennent d'accoucher pour avoir des bons petits plats? On termine sur ça. Alors ça, la seule astuce que je peux donner, c'est l'organisation, mesdames. Organisez-vous parce que lorsque vous allez avoir votre petit bout de chou entre les mains, vous aurez toute autre chose à penser qu'à cuisiner. Donc, première des choses, si vous avez la chance d'avoir une famille, des amis proches de vous, des voisins, des voisines, vous allez peut-être donner des parrains, des marraines
à vos enfants, profitez-en, demandez-leur de faire un espèce de calendrier de roulement pour vous apporter des repas, quelque chose de très facile, au moins vous vous sortez ça de la tête et vous mangez bien. Ça aide vraiment au niveau de la perte de poids, de bien manger, la première des choses. Et la seconde chose, c'est de se préparer des repas avant d'accoucher. Le dernier mois, vous remplissez votre congélateur de soupes, de purées qui sont déjà faites, même s'il faut faire des plats type des lasagnes, des cannelloni, des bœufs bourguignons, des mijotés, etc. Ça sera tout aussi bien parce que vous le sortez le midi, le soir, bim, on le fait réchauffer et c'est prêt. Donc vraiment, faites-vous chouchouter par vos proches. N'hésitez pas à demander et à déléguer. Merci beaucoup, Julia. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on termine ? Voilà, donc nous avons vraiment parlé de comment retrouver son poids de forme en postpartum. Nous avons parlé, je refais un point, sur les bases de la diététique, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, aliments, nutriments. On a parlé des apports journaliers recommandés, des apports nutritionnels conseillés, et nous avons fait un zoom sur les pulsions alimentaires. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir ? Oui, juste un tout petit point au niveau du fer, j'en ai pas parlé. Il faut savoir que le fer apporté par les végétaux va être beaucoup moins absorbé par l'organisme. Donc, essayez toujours de consommer un aliment riche en vitamine C lorsque vous consommez des féculents ou des légumineuses. Ça peut être par exemple une entrée avec des carottes râpées avec une sauce au citron. Ça aide à l'absorption du fer. Ça augmente son absorption, donc c'est tout aussi bien. Merci beaucoup, Julia. Mais je t'en prie. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.